Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. À la une de cette édition, la République démocratique du Congo, rythme de la campagne électorale. Meetings et discours s'enchaînent à 2 semaines du scrutin. Le président sortant était à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le fief de Moïse Katumbi. Une économie fragilisée au Niger. Depuis le coup d'État de juillet dernier, les sanctions imposées par les organisations régionales étouffent la population. Vous le verrez, plusieurs secteurs touchés, notamment ceux de la fonction publique et du bâtiment. Le Niger, justement, le Mali et le Burkina Faso quittent officiellement le G5 Sahel. Les autorités militaires de ces 3 États forment une nouvelle coalition. Pour quel objectif? Sous quelles conditions? Voilà autant de questions que nous poserons à notre invité, Niagale Bagayoko. On ouvre cette édition avec la République démocratique du Congo. Les candidats à la présidentielle enchaînent les meetings. Ils ont une quinzaine de jours pour convaincre. Le scrutin est fixé au 20 décembre prochain, si aucun contretemps. Le sortant Félix Tshisekedi était en déplacement dans le Haut-Katanga. Il est allé sur les terres de Moïse Katumbi, lui aussi candidat à la fonction suprême. Les précisions d'Aurélie Bazarag-Kibangula. À son arrivée, le président sortant s'est d'abord offert un bain de foule avant de rejoindre le podium installé sur la place de la Poste en plein centre-ville. Dans son discours, le chef de l'État a parlé de la gratuité de l'enseignement, mesure phare de son quinquennat. Il a de nouveau dénoncé l'indifférence de la communauté internationale face à, je cite, l'agression rwandaise. Mais surtout, il a conclu son discours avec une mise en garde contre les actes tribalistes dans une province où les tensions entre les communautés kassaïennes et katanguaises persiste. Vous avez intérêt, peuple du Katanga, à vivre en symbiose avec tous les autres peuples de la République démocratique du Congo. Parce que ce sont vos frères et sœurs. Le Congolais, comme le dit la Constitution, est partout chez lui en République démocratique du Congo. Et je ne tolérerai jamais qu'un Congolais discrimine un autre Congolais. Ça, ce sera la limite à ne pas franchir. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Pour le président sortant, ce meeting était une démonstration de force. Lubumbashi est le fief de l'un des principaux opposants, Moïse Katumbi. Le président Tshisekedi a d'ailleurs affirmé que, je cite, l'ex-gouverneur du Haut-Katanga n'a rien fait pour la province. De son côté, Moïse Katumbi poursuit également sa campagne avec d'autres opposants qui se sont ralliés à lui. Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Diongo et récemment Deli Sesanga. Des ralliements qui montrent que plusieurs blocs se dessinent au sein de l'opposition puisque Martin Fayulu et Denis Mukwege battent campagne chacun pour son propre compte et tous les deux semblent s'être éloignés de Moïse Katumbi. Un deuxième procès pour l'histoire en République centrafricaine. 10 anciens membres du Front républicain pour la Renaissance sont en ce moment même jugés par une cour spéciale, une cour pénale spéciale pour être précis. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les faits remontent à mars 2020. C'était dans la localité de Ndélé, dans le nord-est du pays. 40 personnes au moins avaient été tuées à cette période. La correspondance de Rolf Steve Domialeux. Khalid Azor, Sharfadine Moussa, Antar Hamad, le nom de chef de guerre font trembler les Centrafricains. Entre mars et avril 2020, 2 factions du groupe armé FPRC s'affrontaient à Ndélé, ville centrafricaine située au nord-est du pays. Le bilan faisait état d'une centaine de morts et plusieurs villages incendiés. Les 10 responsables de ce groupe armé sont aujourd'hui jugés par la Cour pénale spéciale à Bangui. Les victimes attendent que justice leur soit rendue et réclament réparation. De leur côté, les avocats de la défense qui ont attendu 3 ans se disent prêts. Je pense fort de moi que nous allons gagner ce procès parce que de tous les éléments que nous avons dans le dossier, on ne relève jamais un aspect avec exactitude. On ne parle que des supputations ou encore de oui-dire. La Cour pénale spéciale a été créée en 2015 pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine depuis 2003. Elle est constituée de magistrats nationaux et internationaux. Elle a pris beaucoup de retard. Le contexte sécuritaire aujourd'hui en République centrafricaine n'est pas du tout facile pour les enquêtes judiciaires. Et que cela n'empêche, la Cour pénale spéciale a pu organiser un procès. Cependant, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées. Et il y a plusieurs mandats d'arrêt qui sont en cours d'exécution et il y a plusieurs dossiers, je disais 24, qui sont en instruction en ce moment. Et cela augure justement d'un lendemain de plusieurs procès au niveau de la Cour pénale spéciale.
Dans la salle, une centaine de proches de victimes assistent patiemment aux audiences de ce deuxième procès. Elle devrait durer 4 mois. Une économie fragilisée au Niger sous l'effet des sanctions qui visent le pays. Plusieurs secteurs en difficulté, la fonction publique, le bâtiment. L'aide internationale n'est plus acheminée. Depuis le coup d'État de juillet dernier, les organisations régionales ont suspendu Niamey. Voyez ce reportage à Arlit, dans le nord du pays. Arlit, petite ville d'environ 100 000 habitants dans le nord du Niger, s'inquiète de son avenir. L'activité minière, poumon économique de la région, est à l'arrêt. Et ici, une large partie des fonctionnaires, comme cet enseignant, subissent depuis plusieurs mois des retards de paiement sur leur salaire. Coupé d'une partie des aides internationales, le budget de l'État vacille. Oui, mais bien sûr, on a des retards. On a des retards. Des fois, notre salaire, ça vient dans 8 semaines, 45 jours. Là, on peut avoir notre salaire. Depuis le coup d'État. Dans les écoles nigériennes, les problèmes datent d'avant la prise de pouvoir par les militaires. Les classes en surnombre et le manque d'infrastructures ont été reprochés au président déchu Mohamed Bazoum et à son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Mais après un énième coup d'État dans ce pays aux ressources financières limitées, l'espoir s'amenuise. On est très inquiets même. À propos de notre salaire, à propos de l'équipement scolaire, on est très inquiets. C'est un impact sur tous les pays. Sur tout l'État, sur toutes les fonctions d'État. Aujourd'hui, plusieurs chantiers à travers le Niger sont à l'arrêt. La route entre Arlit et Agadez dans le nord du pays en fait partie. L'entreprise qui emploie cet ouvrier avait avant la crise un contrat avec l'État du Niger pour mener à bien les travaux. Aujourd'hui, sans l'assurance d'être rémunérée par les nouvelles autorités, elle a décidé de suspendre son opération. Au Niger, bien souvent, cela signifie que les petites mains perdent leurs sources de revenus. Depuis le coup d'État, on ne travaille plus. Aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite, c'est pouvoir reprendre notre travail. Je te le jure, beaucoup qui ont perdu leur travail pensent partir en Algérie ou en Libye pour faire vivre leur famille. Un manque de perspective sur le territoire nigérien, également entretenu par les sanctions économiques et financières drastiques de la CEDEAO et de l'UMOA qui étouffent la population. Le Niger, il en est toujours question. Les nouvelles autorités du pays ont tourné le dos au G5 Sahel, comme le Burkina Faso ou encore le Mali un an plus tôt. La Mauritanie et le Tchad prennent d'ailleurs acte ce mercredi du départ de ces 3 États clés dirigés par des militaires à la faveur d'un coup d'État. Les 3 pays scellaient en septembre dernier une toute autre alliance, une toute autre coalition, l'Alliance des États du Sahel. On en parle avec vous. Niagale Bagayoko, bonsoir à vous. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes présidente d'un centre de recherche, le Réseau africain de la sécurité. Avec la création de cette AES, Alliance des États du Sahel, c'est la fin, clairement, du G5. Il n'a plus lieu d'exister ? Alors, dans la mesure où il ne demeure plus que 2 États membres sur les 5 d'origine, il y a bien entendu une remise en cause de ses capacités de fonctionner. D'ailleurs, la Mauritanie et le Tchad ont invoqué l'article 20 du traité qui avait institué cette organisation du G5 qui indique qu'on peut considérer les modalités de dissolution de l'organisation, bien que celle-ci n'ait pas été réclamée ni par le Mali, ni par le Niger, ni par le Burkina Faso, qui, eux, semblent davantage travailler à établir un cadre de convergence, d'harmonisation de leurs différentes options dans une nouvelle alliance scellée dans la dite charte du Liptako-Gourma qui vise à établir un nouveau cadre de coopération. Ce serait une sorte de prolongement de nouvelles formes données au G5 ou c'est clairement une nouvelle organisation complètement distante et éloignée de ce G5 Sahel ? C'est pour l'instant un cadre de coopération. Encore une fois, il n'y a pas d'institutionnalisation, mais il y a eu des réunions au cours des derniers jours, à la fois au niveau des ministres des Finances, au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui indiquent que ce cadre pourrait mener à la création d'une confédération. Mais ce qui est très important de souligner, c'est la tendance que l'on constate en Afrique en général et
particulièrement en Afrique de l'Ouest, à l'inflation institutionnelle. Il y a pléthore d'organisations qui ont mandat pour intervenir sur les questions de développement et de sécurité. On pense notamment à l'organisation qui s'appelle l'Autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma, qui réunit les 3 États fondateurs de l'AES. On s'interroge sur la question de savoir si une fusion de ce projet avec cette structure déjà existante ne serait pas mieux venue que la création de lourdeurs bureaucratiques et institutionnelles nouvelles. Oui, parce que ça prête aussi à confusion. On ne sait pas forcément qui est en charge de quoi. Vous évoquez à l'instant le volet sécuritaire. Ce serait l'objectif premier, en tout cas de cette alliance, si elle aboutit à une organisation beaucoup plus structurée. Là, elle en est à l'état embryonnaire. En tout cas, à la différence du G5 Sahel, qui lui avait été fondé en 2014 sur la base très claire de poursuivre des objectifs à la fois en matière de développement et de sécurité, la charte fondatrice porte avant tout sur la sécurité, en effet, et pas uniquement, il faut le souligner, sur la lutte contre le terrorisme. Est aussi évoquée la lutte contre les mouvements politico-militaires, par exemple. Ce qui est nouveau est aussi évoqué la solidarité des clauses de défense et d'assistance mutuelle. Donc oui, la sécurité apparaît absolument centrale et c'est de manière fonctionnelle que les volets économiques et de développement semblent se greffer autour de ce projet souverain initial en matière de sécurité qui vise aussi, et c'est souvent souligné par les 3 États, à se défaire des influences extérieures parce que le propre, notamment, du G5 Sahel était sa très forte dépendance vis-à-vis des financements extérieurs et notamment vis-à-vis ceux de l'Union européenne. Il faut à cet égard rappeler que le Niger a appelé à la fin des missions européennes ECAP et IUTM, ce qui s'inscrit dans le même mouvement d'affirmation d'une fierté nationale. Donc, et d'une souveraineté alors aussi. D'une souveraineté, d'un mouvement qui vise à affirmer les prérogatives de chaque État et les choix qui se veulent totalement émancipés de toute influence extérieure, même si on le voit. Quand vous dites une influence extérieure, alors elle est de toute façon, elle est très explicitement visée, toujours dans les déclarations des 3 pays. Mais on voit aussi que se dessine chez eux une stratégie visant à diversifier les partenariats. On parle beaucoup, bien entendu, de l'influence de la Russie auprès des 3 États. Il est vrai qu'un nouvel accord de coopération a été conclu au Niger avec la Russie ce week-end, mais parallèlement, il y a eu la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur féminine, donc américaine, qui signifie que les États-Unis souhaitent rester eux aussi engagés dans le pays, donc en accord avec les autorités. Donc on voit très bien que la stratégie qui se dessine n'est pas vraiment celle de l'inscription dans un seul camp, même si encore une fois le partenaire russe apparaît absolument central dans les stratégies qui se dessinent aujourd'hui, mais c'est surtout cette diversification des partenaires au-delà de ceux qui étaient traditionnellement présents, à savoir la France et l'Union européenne en tant que telle. Donc toujours dans le cadre de voir émerger ce projet de force conjointe anti-djihadiste dans la région, parce que c'est aujourd'hui la menace prioritaire, vous verriez la Russie et les États-Unis jouer un rôle clé ? En tout cas, ce sont des acteurs qui affirment leur détermination à rester engagés dans la région. La politique américaine n'a pas toujours été facile à lire depuis le coup d'État qui est survenu le 26 juillet au Niger. Mais on voit aujourd'hui que la conservation de leur empreinte et notamment de leur base militaire, que ce soit à Agadez ou à Niamey, a un prix important
à leurs yeux. Travailler avec la Russie est une option qui est totalement assumée, revendiquée, voire recherchée, si l'on prend le cas du Burkina Faso, qui aujourd'hui semble développer ce partenariat. Et tout dépend du cadre, parce que souvent quand on pense à la présence russe sur le continent, ce sont bien souvent des milices qui sont dépêchées et déployées, qui viennent aussi prêter assistance quand il s'agit de questions sécuritaires. Donc là, est-ce que ce serait dans un cadre légal transparent? Alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais fait partie de ceux qui considère que la société militaire privée Wagner est une milice totalement déconnectée de l'État russe. Il y a eu des accords de coopération qui ont été passés entre certains États africains, pas uniquement au Sahel, hein, d'ailleurs, on pense à la République centrafricaine aussi, par exemple, mais les moyens de la diplomatie russe, les moyens du ministère de la Défense, les moyens des services de renseignement sont mobilisés en appui de cette société militaire privée, dont la présence n'est d'ailleurs pas toujours reconnue par les autorités partenaires. Donc je pense qu'il faut voir la présence notamment de Wagner à travers un partenariat en réalité institutionnel entre les pays sahéliens et la Russie. Merci beaucoup Niagale Bagayoko, merci pour cet éclairage et ces explications. Merci à vous. Paris Direct continue et c'est Claire Hildebrand qui a le plaisir de vous retrouver.